On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour. Au sommaire, 11 otages bientôt libérés dans le cadre de la trêve en cours à Gaza. Parmi eux, l'Israélienne de 28 ans, Yehoud Arbel, et 5 Thaïlandais retenus depuis 15 mois par le ravisseur palestinien. Et puis Bernard Arnault lui dénonce la surtaxe envisagée ici en France sur les profits, mesure qui pousse d'après lui aux délocalisations, alors que l'arrivée au pouvoir à Washington de Donald Trump crée une véritable inquiétude ici en Europe sur les effets d'une guerre commerciale avec les États-Unis. C'est à suivre. On va plus loin. Ce sont donc finalement 11 otages qui devraient sortir cette semaine de Gaza. Aux 3 dont la libération est prévue samedi, selon les termes de l'accord, s'ajouteraient dès demain, jeudi, 8 autres personnes retenues captives, elles aussi, depuis maintenant 15 mois dans l'enclave palestinienne. Stéphane Amar, l'annonce a été faite en milieu d'après-midi par les autorités israéliennes. Oui, absolument. C'est une libération supplémentaire, d'une certaine manière, qui est le résultat de discussions constantes entre le Hamas et Israël, par l'intermédiaire, bien sûr, du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Mais enfin, on voit qu'il y a une volonté des deux côtés d'accélérer ce processus parce que, initialement, il était prévu des vagues de libération toutes les semaines, tous les 6 ou 7 jours. Et là, effectivement, cette libération intervient en milieu de semaine. Ce n'est pas n'importe quelle libération, d'ailleurs, parce que Arbel Yehoud, cette jeune femme de 28 ans, faisait l'objet d'une négociation très serrée entre les deux parties et c'est ce qui a conduit Israël à lever le barrage de Netzarim, c'est-à-dire à permettre à des dizaines de milliers de Palestiniens de regagner le nord. C'était une des conditions de cette libération. Il y aura aussi vraisemblablement une jeune militaire qui avait été enlevée également ce jour-là et un homme de 80 ans qui fait partie, c'est officiel ce soir, de la liste des libérés. Il y a effectivement en plus 5 travailleurs thaïlandais qui ne sont pas réellement inscrits dans cet accord, mais enfin cela faisait partie des arrangements entre Israël et le Hamas. 5 travailleurs thaïlandais, des travailleurs agricoles qui avaient été capturés le 7 octobre aux abords de la bande de Gaza. Merci, vous restez avec nous Stéphane. Patricia Lémonière, le djihad islamique allié du Hamas avait diffusé, c'était lundi soir, une vidéo d'Yehoud Arbel. La pression est forte sur le Hamas pour faire libérer cette civile de 28 ans qu'Israël attendait déjà le week-end dernier, ce qui avait d'ailleurs provoqué des tensions et failli faire capoter l'échange. Oui, Israël attendait la libération de cette otage parce que c'est une civile et les civils devaient passer avant les militaires. Alors, il est vrai que dans l'échange qui s'est fait, le Hamas, il y a un avantage parce que, comme vous le savez, un civil, 30 prisonniers palestiniens, un militaire, 50 prisonniers palestiniens. Donc là, le Hamas, par rapport à sa population, a pu en quelque sorte démontrer qu'il avait sorti 200 plus de prisonniers qu'il ne l'aurait eu s'il avait libéré cette jeune femme. La libération de cette jeune femme est peut-être due aussi à des contingences, la difficulté de la libérer, à des contingences très, très matérielles aussi. Je ne pense pas que le djihad islamique ait tenu tête au Hamas. Je ne sais pas s'il a vraiment les moyens de tenir tête. Donc il y a eu une espèce de confusion, mais qui maintenant, on voit bien que et c'est ce qui est intéressant, c'est que dans les pourparlers qui se sont déroulés le week-end dernier, eh bien en fait, quand même Israël a imposé quand même ses conditions parce que là, elle ne sort pas le week-end prochain, elle sort jeudi comme c'était prévu, plus 2 autres personnes. Ouais. Plus donc on sent bien que dans le rapport de force qui s'installe, en ce moment, en tout cas, Israël effectivement marque des points, mais en échange, on voit des dizaines et des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont pris cette fameuse route pour remonter dans la partie nord de Gaza. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver dans la partie nord de Gaza, puisqu'il ne reste, en tout cas dans l'extrême nord, pratiquement plus rien. Oui, Israël avait failli d'ailleurs empêcher le retour de ces Palestiniens, justement consécutivement au fait que Arbel Yehoud n'avait pas été libéré le week-end dernier. On a appris, c'est un peu la surprise, que 5 otages thaïlandais vont également être libérés demain. Bilal Tarabé, priorité leur est donnée donc par rapport à ceux d'autres nationalités. Alors il y a un Israélo-allemand de 80 ans. On attend toujours évidemment les 2 otages français. On sait dans quel ordre se fait, selon quelle logique se font ces libérations ? Je ne sais pas si c'est une priorité, si on peut vraiment le présenter comme ça. Je voudrais juste
quand même préciser une chose, c'est que les noms des otages thaïlandais n'ont pas été communiqués. Oui. C'est pour ça que nous, on dit les otages thaïlandais, c'est pas une volonté de ne pas les nommer. Voilà, ça c'était juste pour la précision. Il y a eu un léger flottement au moment de cette annonce, puisque du coup, ils ne faisaient pas partie de l'accord et le total d'otages israéliens qui devaient être libérés cette semaine n'était pas atteint. C'est pour ça qu'il y a eu cette annonce donc, de 3 otages hommes israéliens supplémentaires libérés samedi. Oui. Oui, ce sera ça. Faut-il en conclure aussi que les espoirs s'amenuisent, Patricia, de voir revenir vivants les enfants Kfir et Ariel Bibas, rappelons-le, 2 et 5 ans, capturés avec leur mère d'ailleurs, chérie, et dont on est depuis sans nouvelles. Alors, on est sans nouvelles. Vous savez que les autorités militaires israéliennes, en tout cas, se disent très pessimistes quant à leur sort. Vous savez aussi que le Hamas, il y a bientôt presque un an, avait annoncé qu'ils étaient morts lors d'un bombardement. Vrai ou faux, enfin, c'était une annonce. Mais en tout cas, cette famille est devenue l'emblème, finalement, du drame du 7 octobre. C'est-à-dire cette maman avec ses 2 petits. Séparés du père. Voilà. Et le père à part, puisqu'ils ont été séparés, est devenu la couleur orange, est devenu la couleur des cheveux, enfin, est devenu quelque chose de très emblématique en Israël. Et il est vrai que si une issue funeste doit être annoncée, effectivement, ça fera un choc ça fera quand même un choc dans le pays, même si beaucoup de gens s'y attendent et même. Mais je vous dis, ils sont devenus finalement le symbole de ce drame et c'est l'aspect émotionnel qui est très très fort autour de cette famille. Plus jeune otage, s'agissant effectivement de Kfir Bibas. Quid des Français, Ofer Calderon et Ouad Yahalomi, Bilal Tarabé, on sait qu'ils doivent faire partie vraisemblablement des 33. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles. On le sait que 7 Israéliens ont déjà été libérés. Et puis, on l'a appris aussi que 8 seraient morts. Donc, ça réduit d'autant, effectivement, la possibilité de les revoir. Alors, à ma connaissance, sur les 3 hommes israéliens qui doivent être libérés samedi, on n'a toujours pas leur nom. Et en revanche, il a été dit qu'ils étaient vivants. Oui. Donc peut-être qu'ils feront partie... des 18 otages encore vivants, non libérés, parmi les 33. Absolument. Donc peut-être qu'ils en feront partie. On se souvient que les filles d'Ofer Calderon avaient été libérées l'année dernière, notamment Sahar, qui, elle, avait pu dire qu'elle avait vu son père, en fait. En revanche, pour ce qui est de Ouad Yahalomi, il n'y a pas de preuve de vie depuis le 7 octobre. Et là, c'est vrai que l'inquiétude monte et que ce serait évidemment bien pour tout le monde de le voir sortir. Bien sûr. On assiste aussi à un débat sur le passage de l'aide humanitaire. Le Hamas accusant Israël de ralentir le passage des convois. Israël répond qu'il s'agit là de fake news. Chiffre à l'appui d'ailleurs. Alors, si vous voulez, là encore, c'est une guerre des mots et c'est une guerre autour de la faim. Enfin, je trouve ça, quelle qu'en soit la réalité, je trouve ça terriblement déplorable parce que qu'est-ce qui arrive par ces camions 3000 camions seraient entrés depuis le 26 janvier, donc en 3 jours. Or, l'accord prévoit 600 camions par jour, donc on est effectivement même au-delà, si l'on compte effectivement que 3 jours se sont écoulés. Au-delà des chiffres que l'on se dispute ou autour de ces camions, alors que les besoins sont encore bien supérieurs à 600, si vous voulez. C'est même plus de l'ordre de 600. Il y a des gens qui sont encore blessés, qui ne sont pas évacués, qu'il faudrait évacuer parce que les conditions ne sont pas réunies. Et puis, il y a surtout toute cette bataille autour de l'UNRWA et qui, je pense, va être un réel handicap parce que, vous savez, l'UNRWA, c'est la fameuse agence des Nations Unies, qui est donc chargée, justement, et d'éduquer et de nourrir tous les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie d'ailleurs. Mais actuellement, il n'y a personne pour prendre la place de l'UNRWA. Les agences onusiennes refusent. Bon, les ONG, elles sont essentiellement médicales, elles font ce qu'elles peuvent parce elles font leur job. Mais pour l'instant, le monde d'après n'est pas prévu. Et donc, on a des bagarres autour de 300 camions ou 500 camions qu'il faudrait. Effectivement, c'est important que l'aide arrive, mais ça me semble pathétique par rapport à l'urgence qui est bien ailleurs. Bilal Tarabé, l'UNRWA qui va devoir quitter, effectivement, en tout cas, sa représentation quittera Jérusalem d'ici demain. Les bureaux sont déjà vides, apparemment. Oui, mais c'est exactement ce que vient de dire Patricia. C'est-à-dire que qui pour remplacer l'UNRWA, c'est un peu la question aussi de qui pour remplacer le Hamas. On voit bien avec qui l'État israélien ne veut pas travailler. En revanche, il va falloir effectivement combler
à la fois ce besoin d'administration, puisqu'il faut bien qu'une autorité administre le territoire de Gaza, et aussi ses besoins humanitaires. Le périmètre d'action de l'UNRWA, il est quand même immense. Des tensions alors qu'en Cisjordanie, on assiste à une recrudescence des affrontements. Israël assure avoir éliminé plus de 15 terroristes selon ses termes et interpellé 40 individus recherchés lors de ces opérations autour du camp de Jenin, Stéphane Amar. Oui, ce chiffre montre même 18 ce soir selon les autorités israéliennes. Alors il y a cette opération à Jenin qui a été entamée il y a déjà longtemps, mais il y a eu un intermède puisque c'est l'autorité palestinienne qui avait pris le relais d'Israël. Et d'ailleurs c'est assez mal vécu sur place, cette collaboration objective entre Israël et l'autorité palestinienne pour lutter contre les groupes radicaux affiliés la plupart du temps au Hamas ou à Djihad islamique à Jenin, mais aussi à Tulkarem où les opérations se sont intensifiées, où l'armée israélienne est extrêmement présente. Elle dit avoir détruit des dépôts d'armes, elle dit avoir saisi des quantités d'armes dans ces camps de réfugiés, tout près du centre de ces villes. On peut dire désormais qu'Israël n'avait pas mené une telle opération en Cisjordanie depuis l'opération Rempart de 2002. On s'en souvient, commandité à l'époque par Ariel Sharon, qui avait mis fin d'une certaine manière à la deuxième intifada. Mais en tout cas, on voit bien que parallèlement à ce qui se passe à Gaza, il y a une vraie détermination d'Israël à asseoir sa souveraineté, à rétablir son ordre en Cisjordanie. Merci Stéphane Amar, en direct de Jérusalem pour France 24. Bilal Tarabé, Israël est en train d'une certaine manière, de pousser son avantage dans le rapport de force actuel qui a été établi de manière claire, aussi bien d'ailleurs vis-à-vis du Hamas à Gaza que du Hezbollah au Liban. Où il y a un vrai risque, d'après vous, de conflagration? Non, mais si vous voulez, militairement, Raphaël, il n'y a pas de débat. La supériorité, même le contrôle, sur un point de vue militaire israélien est totalement évident. Simplement, on ne peut quand même pas s'empêcher de se demander c'est quoi l'idée derrière? Quelle est l'idée du gouvernement israélien actuel? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est quand même largement admis, même si on n'est pas encore dans le moment de l'enquête officielle israélienne qui ne manquera pas d'arriver, il est quand même largement admis que la faille sécuritaire qui aurait permis le 7 octobre, cette faille sécuritaire a été provoquée par le fait que les forces de défense et de renseignement israéliennes étaient plutôt concentrées en Cisjordanie et notamment surprotéger l'excès d'attention en Cisjordanie au déficit de Gaza. Exactement. Donc à peine cette trêve fragile signée à Gaza, on voit toute cette attention se reconcentrer sur la Cisjordanie. Ça, c'est un premier point qui interroge. Oui. Le deuxième point, c'est que quand on parle des camps à Jenin, des camps à Tulkarem, etc., il s'agit de camps de déplacés internes palestiniens, donc des gens qui se sont déplacés en interne après la Nakba. Pourquoi c'est important ? Pas seulement parce qu'il y a très vraisemblablement des cellules du djihad islamique, du Hamas et autres là-bas. Voire de groupes plus radicaux aujourd'hui. Absolument. Oui. Mais parce qu'il s'agit de populations au sein de la population palestinienne qui auraient particulièrement des raisons d'avoir des griefs contre l'État israélien. Vous voyez ? Et donc, au-delà du fait de les déplacer de ces camps, pour aller d'ailleurs on ne sait où, ça revient à dire ce qu'on dit depuis aussi des mois par rapport aux Palestiniens à Gaza et au Hamas. Si vous voulez, faire une opération sécuritaire, comme on l'a dit, c'est dans l'intérêt de la sécurité d'Israël, bien sûr, mais quelle solution et quel message on envoie à ces gens qui seraient peut-être pas les premiers, mais qui sont nécessaires à l'établissement d'une paix entre deux peuples et éventuellement deux États? Il y a, Patricia Lemonnier, un impératif sécuritaire à aller aujourd'hui intervenir de manière assez régulière d'ailleurs à Jenin, où effectivement il est question depuis plusieurs mois maintenant de l'implantation et de la radicalisation d'un certain nombre de groupes armés, notamment chez les plus jeunes, ou bien au contraire une tentation au sein même du gouvernement israélien de radicaliser volontairement la situation pour des raisons d'appropriation foncière. Alors, je ne suis pas ni dans la tête des dirigeants israéliens, ni je n'ai pas lu les dossiers du Shin Bet sur la pénétration du Hamas ou de l'Iran même, puisqu'à un moment donné, on disait qu'effectivement qu'il y avait des filières d'approvisionnement de Cisjordanie en provenance de l'Iran. Tout ça, c'est des supputations et c'est des choses qu'on peut lire effectivement chez nos collègues ou dans la presse israélienne et parfois reprises par la presse américaine. Tout ce que l'on peut dire, c'est que faut être factuel. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, la Cisjordanie, en particulier Jenin, a toujours été un foyer
très fort de contestation vis-à-vis d'Israël. Il y a des brigades qui se sont totalement radicalisées et qui ne sont pas forcément dans la filière du Hamas, mais qui se retrouvent avec cet échange de prisonniers finalement dans les actes commis par le Hamas. Mais ce sont des brigades qui sont issues du Fatah, mais qui sont très, très radicales, etc. Donc, il y a effectivement un noyau dur dans Jenin. Il y a la volonté des colons affichés d'occuper la Cisjordanie et d'annexer la Cisjordanie. Et puis, il y a troisième élément, Benyamin Netanyahou, qui veut un peu maintenir l'état de guerre, parce qu'il faut bien faire oublier la situation le cessez-le-feu de Gaza, parce que le cessez-le-feu de Gaza, il y a un général encore aujourd'hui qui a dit on va reprendre la guerre. Mais Trump, il n'en veut pas de la guerre. Donc, on va faire une mini-guerre en Cisjordanie, comme ça occupe. Et ça détourne des difficultés judiciaires auxquelles est confronté le Premier ministre israélien. Donald Trump, justement, qui a envoyé son conseiller pour le Proche-Orient, Stephen Witkoff, sur place à Gaza. Les réactions se multiplient après ses propos, lui qui suggère à l'Égypte et la Jordanie d'accueillir les habitants de Gaza. Pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Les deux pays concernés ont réagi. Oui, c'est sans surprise. L'Égypte est contre, la Jordanie aussi. Alors, la Jordanie, on sait quelque chose, puisque à peu près 60% de sa population est d'origine palestinienne. Non, il y a Giorgia Meloni qui a trouvé que... La présidente du gouvernement, présidente du Conseil italien. Absolument, qui a trouvé que c'était une idée qui n'était pas si dramatique que ça, mais que ce soit la France, l'Espagne, l'Allemagne, enfin tout le monde a dénoncé ce projet. Ce projet, en fait, il entre en résonance avec ce qui est considéré factuellement comme le cœur de cette guerre entre Israël et les Palestiniens qui dure depuis la création de l'État d'Israël, à savoir le départ des Palestiniens de leurs habitations, qui d'ailleurs pour beaucoup de ce qu'on lit dans les témoignages historiques était vraisemblablement temporaire ou en tout cas n'était pas perçu comme définitif et qui n'ont pas pu revenir. Donc évidemment quand quand Donald Trump suggère de déplacer les Gazaouis, ce qui revient tout de suite à l'esprit de beaucoup, c'est le fait qu'ils pourraient ne jamais rentrer. Ne jamais revenir à Gaza, c'est peut-être le projet. Patricia Lémonière, ça semble absurde, mais en même temps, avec Donald Trump, on n'est jamais sûr de rien et de sa volonté peut-être d'aller au bout et de l'imposer, notamment à l'Égypte, contrepartie. Bien sûr, effectivement, il a une arme qui est redoutable, qui est l'arme de la finance et de l'argent, et il tient l'Égypte à bout de bras, parce qu'il la tient militairement, il la tient économiquement, parce qu'avec ce qui s'est passé au canal de Suez, puisque les Houthis ayant rendu la mer Rouge difficilement praticable, bien effectivement, les revenus du canal de Suez se sont effondrés, et donc, à la suite de ça, l'économie égyptienne se porte très très mal et est soutenue à bout de bras par les États-Unis. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter sur ce qui se passe. Et la force financière peut ne pas tout faire. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, stop, ça ne marche pas, on n'est pas d'accord. Finalement, on croit à d'autres valeurs. Donc, moi, j'ai envie de me dire que... Vous savez, en plus... Les populations de ces États sont très pro-palestiniens. Alors, outre le fait qu'en Jordanie, ils sont pour 70% palestiniens, mais la population est pro-palestinienne. Et elle est bien ailleurs. Elle est en Algérie, elle est en Tunisie. Donc, il faut qu'ils fassent attention quand même. Vous évoquiez le pouvoir de l'argent et de la finance. Justement, l'Europe, elle est-elle en passe de perdre la bataille de la compétitivité, et plus singulièrement la France, face aux États-Unis de Donald Trump, alors qu'une quarantaine de personnalités alertaient hier dans une tribune du Monde sur un continent européen cerné par des empires renaissants. C'est en tout cas cette idée de déclin qui semble bel et bien habiter Bernard Arnault. Au retour d'un voyage aux États-Unis pour assister justement à la cérémonie d'investiture du président américain, le Français le plus riche du monde s'est livré à un véritable réquisitoire contre la politique fiscale du gouvernement ici en France, notamment l'idée de mettre à contribution les grandes entreprises comme LVMH pour financer par une surtaxe la résorption du déficit budgétaire. Voyez les précisions en images de Chloé Tixier pour France 2. Sa prise de parole n'est pas passée inaperçue. Hier, Bernard Arnault, patron de LVMH, numéro 1 mondial du luxe, n'a pas mâché ses mots sur la surtaxe des grandes entreprises prévue par le gouvernement. On va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal.
Une menace de délocalisation à peine déguisée alors qu'LVMH représente 40 000 emplois sur 120 sites de production, comme ici en Ardèche où est implanté un atelier de maroquinerie. Certains habitants s'inquiètent de ces déclarations. De toute façon, en France, on n'aura bientôt plus de travail parce que tout part. C'est bien malheureux, mais il n'y aura pas que lui qui partirait. C'est des entreprises qui créent de l'emploi et que après tout le monde va partir et puis on va devenir quoi? Ce commerçant estime que les grands groupes doivent aussi contribuer à l'effort financier. Il est vrai que oui, avec les bénéfices que fait LVMH, on peut se dire que c'est pas normal qu'il n'y ait que nous, entre guillemets, les petits artisans et les petites entreprises qui payent la dette et pas eux. Le groupe affirme payer aujourd'hui 2,5 milliards d'impôts sur les sociétés. Selon son estimation, cette surtaxe sur les entreprises représenterait 700 à 800 millions d'euros supplémentaires. Bernard Arnault pourrait-il se tourner alors vers les États-Unis? Il y a quelques jours, il était justement invité à l'investiture de Donald Trump. On ne voit pas une entreprise comme LVMH ou plus largement le secteur du luxe qui va quitter la France parce que vous avez une question d'image qui est importante. Il faut produire en France pour justifier une partie du coût de prix de vente. Et le deuxième point, c'est des entreprises aussi qui sont très enracinées en France. On a une forme de patriotisme national qui est bien évidemment très présent. Donc du jour au lendemain, ça ne va pas arriver. La contribution supplémentaire des grandes entreprises n'est prévue que pour 1 an selon le gouvernement. Elle pourrait rapporter au total 8 milliards d'euros à l'État. Patricia Lémonière, vous y voyez les propos d'un contribuable sincèrement tenté d'aller payer ses impôts ailleurs, ou bien une volonté d'éloigner les regards du vrai sujet, peut-être, la baisse des ventes et du bénéfice d'LVMH, puisque c'était ça aussi le sujet hier pour les investisseurs. Ni l'autre. Ah bon. C'est simple, ni l'un ni l'autre. J'y vois un magnifique coup de bluff. Ma foi, il doit adorer Donald Trump, parce qu'il reprend finalement, il va faire du buzz, c'est formidable. Il n'est pas habitué à faire du buzz, Bernard Arnault, mais ça décharge. Mais il revient des États-Unis, alors du coup, ça lui est peut-être monté à la tête, pourquoi pas moi. Alors peut-être qu'il est agacé par cette contribution, on le comprend. LVMH réalise la grande majorité de son chiffre d'affaires à l'extérieur, une partie minime en France, et paye effectivement 50% des impôts en France. Mais pourquoi elle paye 50% des impôts? Parce que dans les autres pays, effectivement, elle en paye beaucoup moins. Donc, en payer un peu plus en France, effectivement, on comprend que ça les agace. Alors, qu'est-ce que représentent ces entreprises? Elles ne représentent pas énormément. C'est une dizaine ou une quinzaine de grosses entreprises qui sont de 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc, pour les 40%. C'est pas la PME. Donc, moi, je crois qu'effectivement, Bernard Arnault est fortement agacé parce qu'il va falloir qu'il paye peut-être un peu plus d'impôts. Que nos entreprises françaises soient surtaxées par rapport à la réalité, il touche en plein dans le mille parce que c'est vrai, mais qu'il s'exempte de contribuer au déficit national, ça, je trouve ça qu'il manque un peu de sens civique. Donc, ça ne va pas arranger son image de marque. Et puis, sur le fond, moi, acheter un sac Vuitton Made in USA ou Made in Japan, eh ben non. Je préfère, si j'achète un sac Vuitton, c'est Made in France. Et je l'achète parce que c'est Made in France. Et j'ai écouté, et j'en finirai par là, un collègue d'une autre chaîne qui n'est pas la vôtre, et qui citait l'exemple de Burberry from London. Oui. Et alors, je vous rappelle, je ne vais faire que le répéter, il dit qu'un jour, la reine, parce que c'est la reine qui a donné l'autorisation de Burberry from London. Et un jour, la reine, on lui a dit, Sa Majesté, on fabrique des Burberry au Sénégal, on en fabrique au Portugal, dans d'autres. Elle a dit, fini, ça ne sera plus que Burberry. From London, plus de From London sur le cachet. Eh bien, les ventes de Burberry, alors il n'y a peut-être pas que ça, mais elles se sont effondrées. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on leur réfléchisse à tout ça, même si sur le fond, la réalité que nos entreprises sont trop taxées, c'est vrai. Mais un jour, il va falloir qu'on explique clairement aux gens, parce qu'on balance des chiffres dans tous les sens, clairement aux gens, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on est si taxé, et par rapport aux autres, pourquoi la France est à ce point taxée pour ses entreprises. Et plus grave que les grandes entreprises, c'est les PME françaises qui sont vraiment handicapées par rapport aux autres PME italiennes et allemandes qui, elles, permettent au chiffre d'affaires et à la balance commerciale d'être excédentaires à l'inverse de la nôtre. Bilal Tarabé. Non, mais c'est-à-dire que la manière dont le formule Bernard Arnault fait résonner dans la tête des gens qui l'écoutent leurs propres conditions, à savoir celui d'un Français ou d'une Française qui fait partie
de 99,9% de la population qui paye effectivement beaucoup d'impôts pour s'apercevoir au fur et à mesure de... La moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Hein. Oui. Alors oui, mais parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour le payer. Oui. Disons que ceux qui le payent voient que, effectivement, l'État, des hôpitaux, des routes, des écoles laisse à désirer. Sauf que... On n'en a pas pour notre argent, c'est un peu l'idée. Sauf que premièrement, ce qui est dit, c'est qu'effectivement, il s'agit uniquement des quelques très très grandes entreprises. Deuxièmement, eh bien, vous avez une étude que je me permets de sortir, que le gouvernement a d'ailleurs sorti à point nommé aujourd'hui, qui est une étude du ministère de l'économie et des finances qu'on ne peut pas soupçonner de marxisme, et qui dit que ces 20 dernières années, le revenu annuel des 40 000 et quelques ménages les plus riches, donc des 0,1% de la population dont fait partie Bernard Arnault, eh bien, ce revenu en 20 ans, il a plus que doublé, tandis que le revenu des 9 Français sur 10 des autres n'a pas dépassé 39%. Et d'où vient le doublement de ce revenu ? Eh bien, il vient en majorité des capitaux et des dividendes des plus-values dont ils sont propriétaires, c'est-à-dire de ce que rapportent les actions des entreprises qu'ils possèdent, mais aussi des bénéfices des entreprises qu'ils détiennent. Donc quand, si vous voulez, Patricia dit, et ça rejoint ce que dit la porte-parole du gouvernement, qui dit que ça n'est que temporaire et que la France traverse une mauvaise passe. C'est ce qu'on dit, hein, quand c'est temporaire, en général, c'est permanent. Oui. S'agissant des taxes. Non, c'est vrai que dit comme ça... ça, il faut légiférer. Ça paraît beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître un tout petit peu, quand même, formidable, quand on sait que, effectivement, cette élite qui possède ces grandes entreprises n'a absolument, et bien loin de là, aucun problème dans sa vie personnelle. Vous voyez, il ne faut pas se dire que, et c'est normal, enfin, encore une fois, c'est juste factuel, que ces grands patrons sont des gens surendettés à la tête de PME. Bien sûr. Le risque, c'est qu'ils aillent créer des emplois ailleurs. Mais ils n'iront pas créer. Made in France, ils n'iront pas créer. Oui, et ils perdent. N'iront pas. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des freins à la délocalisation. Oui. La délocalisation, c'est plus pour les entreprises. Vous dites qu'il y a une prime immatérielle à produire ici en France, et donc il faut la rendre d'une manière ou d'une autre sous forme d'impôt. Les entreprises qui ne sont pas de luxe, en revanche, elles peuvent partir. Non, juste un tout petit détail, par ailleurs. Délocaliser aux États-Unis au moment où Trump voudrait remettre des droits de douane, c'est aussi très pratique. Merci beaucoup Bilal Tarabé et également Patricia Lémonière. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de l'essentiel.